Bonjour et bonsoir, chers amis téléspectateurs qui suivez 5 sur 5 médias émettant dans la région métropolitaine de Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. Une fois encore, c'est moi votre ami Marc Lushimba qui revient dans mon programme Franc-Parler. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler d'un sujet qui traduit l'indignation. Non pas seulement l'indignation d'une seule personne, c'est-à-dire mon indignation, mais l'indignation de tout un peuple, c'est-à-dire du peuple congolais. Puisque si vous suivez les informations, vous regardez dans les archives de l'histoire du Congo et des faits quotidiens, vous verrez que il y a un événement qui a encore suscité l'indignation du peuple congolais. Un événement qui a encore poussé le peuple congolais à se poser tant de questions sur ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Et c'est l'accident qu'a fait, il y a 4 ans, Yann Bochab, qui est l'enfant de M. Évariste Bochab, qui aujourd'hui est ministre de l'Intérieur au Congo démocratique. Comme je l'ai dit, il y a 4 ans, Yann Bochab a tué 8 personnes dans un accident de circulation. Les faits nous disent qu'il revenait d'un réveillon dans un véhicule 4x4 qu'on a l'habitude d'appeler au Congo Jeep, mais qui est en réalité un Nissan Armada, bien campé là-bas. Le fils d'Évariste Bochab, c'est-à-dire Yann Bochab, était au volant. Il revenait d'un réveillon accompagné de ses amis. L'un d'eux, c'est le fils d'Adolphe Muzito. Et très tôt le matin, comme j'ai dit, il revenait du réveillon et en conduisant, Yann était ivre. Et il s'est cogné dans un taxi après avoir fauché quelques personnes à côté et il a tué sur place 8 personnes. Selon les informations, on a dit que 6 étaient mortes sur place et les autres 2 sont allés mourir à l'hôpital. Donc le total, c'est 8 personnes qui avaient trouvé la mort. Après un instant, on a vu des policiers venir, donc prendre les 2 fils là-bas, des 2 dignitaires du gouvernement du Congo, du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir de Kabila. Et on les a conduits dans une direction inconnue. Ce n'est que par après que le peuple congolais a su que ses enfants étaient retournés dans leur famille, où ils ont joui d'une protection. Ce qui est grave, on avait laissé les corps pendant un bon moment sur l'asphalte du boulevard du 30 juin, à l'endroit où l'accident a eu lieu. Et sur ordre des autorités du Congo encore, on est venu
tiré donc le véhicule qui était à la base de l'accident, c'est-à-dire le véhicule qui était conduit par Yann Bochab, et on l'a amené aussi dans une direction inconnue. Et ce n'est que par après que les Congolais ont su que le véhicule était amené au camp Fungula, sous la garde et la protection du général Kanyama, communément appelé Esprit des morts, dans la ville de Kinshasa. Et tout en passant, je voudrais vous signaler que le véhicule avec lequel Yann Bochab a fait l'accident, c'est-à-dire le véhicule qu'il conduisait à tombeau ouvert dans un état d'ivresse, c'était un véhicule de l'Assemblée nationale du Congo, c'est-à-dire un véhicule du gouvernement congolais. En d'autres termes, c'est un véhicule du peuple congolais. Ici, vous voyez combien au Congo, on nage toujours dans l'irresponsabilité. C'est vraiment inconcevable. Un enfant d'un président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, il vient d'une famille aisée, il ne manque de rien. C'est-à-dire, ils ont des véhicules privés chez eux. Mais pourquoi cet enfant n'avait pas pris un véhicule privé, c'est-à-dire un véhicule de la famille, pour aller se réjouir dans la soirée, c'est-à-dire faire le réveillon, s'amuser avec ses amis toute la nuit. Mais ils ont préféré prendre le véhicule du gouvernement. Et ça, c'est grave. Et des faits pareils ne se passent que dans un pays là où il n'y a pas d'ordre, dans un pays là où il y a le désordre, dans un pays là où il n'y a pas d'organisation, dans un pays là où l'État n'est pas pris au sérieux, là où l'État n'existe pas. Parce qu'on peut regarder dans un pays normal, un enfant d'un président de l'Assemblée nationale, même un enfant du Premier ministre, qui veulent, s'ils veulent, ces enfants-là, s'ils veulent aller s'amuser, ils ne peuvent pas prendre les véhicules du gouvernement. Parce que ce ne sont pas des ministres. C'est comme le cas de Yann Bochab, qui a pris le véhicule de l'Assemblée nationale congolaise, alors que Yann n'était rien. Ce n'est pas lui qui était le président de l'Assemblée nationale. C'est son père, Évariste Bochab. Alors vous voyez combien ça traduit le désordre qui continue toujours à régner au pays de Lumumba. Et après cet accident, ce qui continue encore à indigner le peuple congolais, c'est qu'on croyait qu'il y aurait un constat et que des enquêtes allaient être menées et que les fautifs allaient être traduits en justice, qu'il allait y avoir un procès et que les fautifs allaient être condamnés. Parce que selon l'avis des témoins qui étaient là, tous avaient dit que le fautif, c'était Yann, l'enfant d'Évariste Bochab, qui était d'abord ivre, comme je l'ai dit, et qui conduisait à tombeau ouvert très tôt le matin. Mais comme notre gouvernement travaille non pas pour le peuple congolais, mais contre le peuple congolais, ils ont eu encore l'occasion de manigancer, donc de jouer le jeu comme ils le font toujours dans leur système.
c'est-à-dire de ne pas servir le peuple congolais, mais de se servir eux-mêmes. Et le peuple congolais a attendu les gens qui ont perdu les leurs dans cet accident maladroit ont essayé de suivre le problème, mais comme ce sont les simples citoyens qui n'ont pas d'influence dans la République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, on a vu que les dignitaires du pouvoir en place ont mis sur place, ils ont déchaîné leurs machines là-bas. Il y a eu, c'est pas un ou bien des avocats qui n'ont rien fait. En vérité, n'ont rien fait. Parce qu'il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas de procès, il n'y avait rien. Donc, dans un État là-bas, qui a fait qu'on a pris des décisions unilatéralement, dans les familles des victimes n'avaient aucun droit, aucun pouvoir pour se lamenter, pour porter plainte. Parce que les autorités avaient déjà conclu que c'est le taximène qui était fautif. Or, les témoins sur la scène de l'accident de grand matin avaient dit que le fautif, c'est l'enfant du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Yann Bochab, qui n'avait pas respecté le code de la route. Parce que, un, il était d'abord ivre, et deux, il conduisait à tombeau ouvert. Comme je l'ai dit, le gouvernement a tout fait pour régner encore et sortir leurs enfants indemnes et les laver. Et on a rejeté encore la faute sur les victimes. Et après cela, il y a eu des gens qui ont commencé à suivre ce problème. Mais comme on sait au Congo, c'est la République bananière qui est en train de battre son plein. Les gens n'avaient pas de pouvoir. Et ils connaissent le système, c'est le système de menaces. Si vous vous entêtez, vous voulez vous tenir devant les autorités en place pour vous plaindre, réclamer vos droits, vouloir leur dire ou bien leur faire voir que les autorités en question sont fautives, mais vous savez ce qui vous attend. C'est la prison. Beaucoup de gens appartenant à des familles de victimes étaient mal à l'aise et se sont sentis menacés. Et ils ont laissé le dossier en suspens. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après l'accident? C'est ce qui est en train d'indigner les Congolais au pays et dans la diaspora. C'est qu'on a protégé les enfants des autorités, comme je l'ai dit. Il n'y avait même pas un constat. On n'avait même pas envoyé une équipe là-bas. C'est-à-dire une équipe de professionnels qui n'avaient aucune connexion avec le gouvernement. Une équipe chargée des accidents. Les autorités routières existent au Congo. Mais rien n'a été fait. Et on a tiré le véhicule pour l'amener au camp militaire, camp de Lufungula, sous la protection du général Kanyama, comme je l'ai dit. Ça ne se fait qu'au Congo. Ou bien dans un
pays où règne la jungle. Et les gens ont attendu, après une année, 2 ans, c'est comme si le dossier n'existait plus. Donc, les autorités ont tout fait pour pousser le dossier, créer une sorte d'oubli et tourner la page. Et c'est ce qui n'a pas plu à beaucoup de Congolais. Et le grand problème, c'est quoi? Il y a eu maintenant des spéculations. Et nous savons que ces spéculations avaient, et si elles continuent toujours à exister aujourd'hui, c'est-à-dire elles ont pour racine, c'est-à-dire les autorités, les concernés. Pourquoi? Parce que sachant que leurs enfants ou bien leurs fils étaient fautifs, et le seul moyen de les protéger, c'est de créer un faux bruit. Et à un moment donné, il y a eu des gens qui ont commencé à dire que Yann Bochab n'était plus à Kinshasa. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait été accompagné jusqu'à la passerelle de Brussels Airlines par des militaires sur l'ordre de son père qui voulait protéger son fils. Et l'enfant a pris l'avion et il est allé à Bruxelles, en Belgique. Et après Bruxelles, il y a d'autres versions qui ont dit qu'il avait quitté Bruxelles pour se réfugier aux États-Unis d'Amérique et même au Canada. Et quand vous suivez comment la scène se passe et comment le débat se passe sur les réseaux sociaux, moi, dans mon imagination, je me disais déjà que non. Yann Bouchab ne peut pas se trouver à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il se sentirait en insécurité. Et vu l'atmosphère politique du Congo et l'image que le Congo projette à l'extérieur, vous verrez que le gouvernement congolais a beaucoup de pourcentages est contesté à l'extérieur et même à l'intérieur du Congo. Sauf qu'à l'intérieur, on conteste modérément ou bien en silence parce qu'on craint la répression. Donc, des sbires du gouvernement en place. C'est pour cela que cela fait penser que non, au Congo on est bien, mais c'est seulement les gens de la diaspora qui créent le désordre, qui ne savent rien de ce qui se passe au Congo et qui n'aiment pas les dignitaires en place sans raison valable. Or, ce n'est pas ça le sujet. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens de la diaspora, ceux qui sont à l'étranger, ont la liberté de parole, de pensée et même d'action. C'est pour cela que c'est leurs paroles, leurs commentaires et leurs mouvements qui se font voir et qui se font entendre. Comme je l'ai dit, il y a eu des spéculations que le fils d'Évariste Bochab était exfiltré du Congo pour chercher la sécurité en Occident. J'ai bien dit, moi je ne crois pas dans cette histoire. Parce que selon la température, le climat politique du Congo, actuellement parlant, la sécurité se trouve au Congo. La sécurité des politiciens congolais et de leurs enfants et des supporters du gouvernement en place. Les supporters en question, je veux dire, leur sécurité se trouve au Congo démocratique. C'est ainsi, il y a eu des enquêtes quelque part, et aux dernières nouvelles, des sources sûres
nous avons été informés que Yann Bochab n'est pas à l'étranger comme le pensaient certains Congolais. Il est toujours à Kinshasa. Et aujourd'hui, il travaille avec son père, qui est maintenant ministre de l'Intérieur. Yann Bochab travaille dans l'antichambre de son père. C'est-à-dire, tu dois passer, si tu veux voir Évariste Bochab, tu dois passer par le bureau de Yann Bochab d'abord, qui est dans l'antichambre, avant d'aller au bureau du boss. Et il est le chargé de mission de son père. Donc il est le chargé de mission du ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, son père. C'est comme pour dire, après avoir commis des bévues, après avoir tué des Congolais, le fils a été récompensé. On lui a donné un grand poste dans le gouvernement congolais. Chers amis, cela ne se passe nulle part ailleurs, à part au Congo démocratique, le pays de Lumumba. Imaginez un peu. Un fils qui tue des gens dans un accident où il est fautif. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Il y a seulement la machine gouvernementale là-bas, l'autorité qui pèse sur les gens, qui pousse le dossier jusqu'à l'oubli général. Et comme pour défier le peuple congolais, on donne même un cadeau au tueur, à l'assassin. Il devient. Donc, et on l'affecte au ministère de l'Intérieur. Il devient chargé de mission, je voulais dire, de son père. Et ce que je voulais dire, chers amis, Yann Bochab est toujours au Congo, de sources sûres. On nous a informé qu'il est au Congo démocratique. Et maintenant, notre indignation, c'est quoi? Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez la tension qui est dans l'air. Tension qu'on a créée par les tenants du pouvoir au Congo démocratique, qui, dans leur tête dure, leur mauvais cœur, ils sont en train de défier le peuple congolais. C'est-à-dire de conduire le Congo sur le chemin du non-respect de la Constitution. C'est-à-dire de vouloir sortir du cadre de la Constitution pour créer d'autres cadres extérieurs pour pousser le peuple congolais à aller dialoguer en dehors de la Constitution pour je ne sais faire quoi. Or, dans un pays organisé, dans un pays de loi, c'est la Constitution qui est la loi suprême. C'est la Constitution qui doit définir toute action politique, toute pensée politique. Car c'est la loi mère qui protège le peuple et qui protège les institutions d'un pays. Au Congo, c'est le contraire qui est en train de se faire. On donne des cadeaux aux enfants des tueurs, mais les Congolais qui manifestent, comme vous remarquez très bien, il y a des gens qui manifestent. Ceux qui pleurent, qui crient pour que justice soit faite, pour que l'état de droit ait lieu au Congo, pour que le Congo redore son blason, pour que le monde entier cesse de se rire des Congolais, pour que nous puissions retourner dans le concert des nations, la tête haute, en tant que pays digne de ce nom, dont les gens qui luttent pour cette bonne cause sont tabassés, fouettés, blessés, tués même, et enterrés même notamment. Et on pose sur eux l'étiquette que ce sont des indigents.
hein, ceux qui luttent pour la vérité sont emprisonnés. C'est le cas de Radek Suprême, le musicien rappeur, qui, dans sa musique, dit de vérité. Il est en train de peindre la société congolaise, de peindre la façon dont le gouvernement congolais actuel est en train de travailler. Ce monsieur-là a été arrêté, Radek Suprême, je veux dire, par l'ANER, l'agence de renseignement du Congo. Et pendant plus ou moins 2 mois, il a été porté disparu. Je ne sais pas comment on l'a torturé, je ne sais pas comment ça s'est terminé, et il a été libéré. Et nous doutons si son état de santé est encore très bien. Si on n'a pas injecté même des poisons dans son organisme, ce sont des choses à vérifier. Après Radek, on a arrêté Jean-Marie Kalonji, un autre jeune homme qui est coordinateur d'un mouvement récemment apparu qu'on appelle la 4e voie. C'est-à-dire qui est une organisation, non pas politique, mais de la société civile, créée par des étudiants pour conscientiser les Congolais à aimer leur pays, à respecter la chose publique, à connaître la constitution du Congo, à se tenir debout pour défendre la constitution, selon ce que la constitution elle-même dit. C'est le peuple qui doit défendre la constitution. Ce jeune homme, donc Jean-Marie Kalonji, a exprimé sa pensée. Si vous dites que le Congo c'est un pays démocratique, c'est-à-dire qu'il y a la liberté de penser et la liberté d'action. Jean-Marie n'a insulté personne, il n'a pas posé un acte violent, je veux dire, mais il a exprimé la pensée de la 4e voie, l'organisation dont il est coordinateur, c'est-à-dire de refuser le dialogue. Et ce n'était pas un secret, il a même posté ça sur sa page Facebook, et il a été ramassé quelque part là par les agents de l'ANER, en plein soleil, porté disparu. Ce n'est pas le règne de la terreur, ça. Quand vous ramassez les gens qui luttent pour leur survie, pour leur liberté, pour la vérité, pour la libération du Congo, vous allez les punir. Donc, les mettre dans des cachots là-bas, et on sait l'état des cachots de prison au Congo, c'est trop sale. On y entre, mais quand on sort là-bas, on est même malade parfois. C'est-à-dire, les gens qui luttent pour voir le Congo redevenir un état de droit, les Congolais jouir de la liberté dans leur propre pays, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. Mais vos enfants, qui sont des criminels, qui tuent les gens dans des accidents après avoir bu de la bière, qui conduisent même les véhicules du gouvernement congolais, qui ne sont même pas des véhicules privés. Hein? Un enfant d'un dignitaire du gouvernement du Congo, président de l'Assemblée nationale, qui prend le véhicule du gouvernement, c'est-à-dire le véhicule du peuple congolais, et qui va tuer des Congolais avec ce véhicule. Il est mis à l'écart. On le lave là-bas, et on lui donne un cadeau maintenant dans le ministère de l'Intérieur pour contrôler encore les Congolais. Et vous voulez que les gens se taisent. Mais ceux qui vous disent que vous dirigez le Congo d'une manière qui nous fait peur maintenant, vous êtes en train d'aller à la dérive. Vous conduisez le pays dans une très grande catastrophe. Vous êtes en train de détruire l'unité nationale. Et d'ici peu, on a peur, il ne restera rien du Congo. Ces gens-là, vous les arrêtez, vous les torturez pour les faire taire. En tout cas,
c'est du jamais vu. Comme j'ai dit, vous avez arrêté Radek Suprême. Aujourd'hui, vous avez arrêté Jean-Marie Kalonji. Vous avez arrêté Jean-Claude Muyambo, qui jusqu'ici est encore en prison. Il y a des membres de Filimbi. D'autres sont encore en prison. Il y a des membres de la Lucha, lutte pour le changement, qui sont encore en prison. D'autres membres de Telema, Congo, qui sont encore en prison. Il y a des gens qui avaient manifesté. C'est pas au plus grand début de l'année passée, 2015. Vous avez tué certains et les autres étaient emprisonnés. Et d'autres sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous n'arrêtez pas vos enfants qui tuent les Congolais dans des accidents. Alors, à quoi servent les tribunaux? Les magistrats qu'on a là-bas, le ministère de justice. Ça sert à vous servir vous-même, non pas servir le peuple congolais. C'est vraiment inadmissible. Et quand le peuple congolais vous demande des comptes pour l'avenir du peuple congolais, car c'est le problème de tous les Congolais de la diaspora, tout comme les Congolais qui sont encore au Congo, c'est leur droit, c'est notre droit de nous tenir debout pour vous demander des comptes. Vous n'êtes pas nos chefs, vous êtes les serviteurs des Congolais, si vous ne le connaissez pas, pour vous demander des comptes. Si vous dites que vous travaillez pour nous, les Congolais, alors laissez-nous vous dire ce que nous voulons du Congo. Mais quand on commence à exposer les idées, vous êtes là pour réprimer le peuple congolais que vous prétendez servir, pour qui vous dites travailler. C'est ce qui est vraiment inadmissible. Et remarquez, le Congo maintenant est devenu la risée de tout le monde. Le pays a perdu le respect sur le plan africain et sur le plan international. C'est la jungle totale. Là où la justice n'existe pas, là où on peut tuer quelqu'un comme ça, et les tueurs ne sont jamais inquiétés. Là où les enquêtes n'aboutissent à rien. Pour ne parler que de l'exemple de la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Il avait été tué, ça fait maintenant 15 ans. Si nous comptons très bien, ça fait maintenant 15 ans. Il n'y a jamais eu de résultat de gouvernement de Kabila. Résultat officiel, publié dans le journal officiel. Nous ne savons pas à quel niveau vous êtes avec l'enquête. Qui l'a réellement tué? Pourquoi? Ça s'était passé comment? Quand? Vous avez arrêté des gens qui croupissent encore en prison, sans jugement, sans conclusion. On ne sait pas. On ne sait pas la vérité sur ce dossier. Et le gouvernement est là. Et sachez que cela n'est pas un problème privé. Kabila n'était pas mort dans une histoire privée. C'est-à-dire qu'il était quelque part là assis, il n'était pas aux commandes du pays, comme monsieur tout le monde. Non, il est mort en président de la République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas un problème privé. C'est un problème national. Le peuple congolais a droit de vous demander des comptes. Dites-nous la vérité. Comment était-il mort? Si vous ne le dites pas, c'est nous, la génération d'aujourd'hui et les générations futures, qui fouilleront pour savoir la vérité. Car nous n'allons pas vous laisser
confondre ce qui est national et ce qui est privé. Je disais donc le Congo démocratique bat maintenant des records. C'est le pays là où soit il n'y a pas d'enquête, et là où les enquêtes n'aboutissent à rien. Les résultats ne sont jamais donnés. Et on laisse les sujets comme ça. La vie continue et on tourne la page. Je parlais de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, qu'on n'a jamais eu les résultats jusqu'aujourd'hui. La mort du colonel Mamadou Ndala, qui est mort dans une zone contrôlée par l'armée congolaise. Et le gouvernement a menti par la voix de son porte-parole, Lambert Mende, qu'il avait été tué par les ADF Nalu, les Ougandais. Après vérification, c'était une fausse information. Alors on soupçonne qu'il y a Anguille sous roche. Le colonel Mamadou était tué parce qu'il avait bien travaillé. Il repoussait l'ennemi et vous avez senti que la guerre allait finir et que vous n'allez plus avoir donc des possibilités de continuer à faire votre magouille. Quand on sait que cette guerre du Congo vous a enrichi, vous les gens du pouvoir. Vous êtes dans une grande complicité entre c'est-à-dire vous, les autorités du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda. Il y a des rébellions là-bas en forme de triangle. Vous nous compliquez la vie, vous nous mentez, tout ça. On a beaucoup de choses qu'on veut savoir. Et sachez que mais, si vous ne nous dites pas la vérité, si elle ne vient pas de vous, nous le saurons toujours. Et nous savons que c'est pour cela que vous ne voulez pas abandonner le pouvoir. Je disais le Congo, le pays des enquêtes inachevées. Après Mamadou, Armand Tongolo. Il avait été tué, son corps, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez pas rendu à la famille d'Armand pour voir dans quelles conditions l'homme était mort. Floribert Chebeya, un activiste des droits humains, parce qu'il était en train de travailler sur un dossier sensible qui allait clabousser beaucoup d'autorités dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous l'avez piégé, attiré dans un coin, vous l'avez étouffé, vous avez tué son chauffeur pour effacer les traces. Et ceux qui l'ont tué, ou bien qui ont donné des ordres pour que Floribert Chebeya soit tué, sont encore libres. On avait cité le général Nombi. Qu'est-ce que vous avez fait de ce général-là? Il est libre, riche, en train de jouir. Et c'est ça que vous appelez servir le peuple congolais. Alors, en ce début de l'an 2016, je sais que c'est une année où il y aura des événements cruciaux au Congo démocratique. C'est une année qui va définir l'avenir des Congolais au pays et dans la diaspora. C'est une année où les forces du mal vont lutter contre les forces du bien. Mais je pense que de l'aveu d'un Congolais normal, nous voulons tous que les forces du bien puissent l'emporter, puissent mettre KO, à genoux, les forces du mal. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être mentis. Nous sommes fatigués d'être dirigés par des dirigeants qui sont donc insouciants là-bas du bonheur des Congolais.
des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur famille, qu'à leur poche, qu'à s'enrichir eux-mêmes, des dirigeants qui sont ivres de pouvoir, qui ferment la bouche de tous les Congolais, qui ne veulent pas les Congolais se libérer. Les Congolais dire la vérité, les Congolais dire clairement ce qu'ils veulent. Des dirigeants qui imposent aux Congolais leur propre agenda pour maintenir le peuple congolais dans un état d'esclavage éternel et s'accrocher au pouvoir. Nous savons que c'est ça l'image de la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est pour cela que nous prions que cette année 2016 soit une année de différence. Et je pense que la différence ne viendra jamais d'ailleurs. Ça viendra des Congolais eux-mêmes, partout où ils sont. Demandons aux Congolais de se prendre en charge, de canaliser leurs efforts, leurs pensées pour se libérer. Car personne ne viendra libérer les Congolais. Le vrai changement ne viendra que quand les Congolais eux-mêmes comprendront que si nous ne tenons pas bon, si nous ne devenons pas forts, si nous ne levons pas nous-mêmes pour réclamer ce qui nous revient de droit, si les Congolais ne comprennent pas, le jour où les Congolais comprendront, je veux dire, qu'on ne doit pas leur imposer une histoire qui est illégale, anticonstitutionnelle, par un groupe de gens. Le jour où les Congolais comprendront que la solution à leurs problèmes ne viendra pas d'une petite réunion là-bas dans un coin par un groupe là de bandits, de criminels, des assoiffés de pouvoir, mais que la vérité, la vraie libération viendrait des Congolais eux-mêmes, les jours où ils se lèveront à l'extérieur et à l'intérieur du Congo pour bloquer tous les dictateurs, tous les malfaiteurs. C'est ce jour-là qu'il y aura la vraie libération. Ainsi, je ne peux pas finir sans demander aux familles des gens qui ont perdu leurs proches, leurs parents dans cet accident là-bas, de vraiment élever leur voix, de nous contacter à travers 5 sur 5 médias sur l'adresse qui est au bas de votre écran, et même de nous appeler au numéro de téléphone que vous verrez encore au bas de votre écran, donc de cet écran, pour que nous puissions déjà commencer à travailler sur ce dossier-là nous-mêmes. Car le pays nous appartient. On ne doit pas nous prendre en otage. Vouloir ou pas, cette histoire ne finira pas comme ça. Les morts, les blessés congolais ne doivent pas partir en vain. Leur vie ne doit pas être abrégée en vain. Comme ça, non. Que ceux qui font du mal au peuple congolais ne pensent pas qu'ils vont s'en sortir indemnes. C'est pour cela que nous invitons, nous demandons aux gens qui ont perdu leurs proches dans l'accident, c'est-à-dire des gens qui ont été tués par Yann Bochab, ce jour-là du 2 janvier 2012, de tout faire pour nous contacter au numéro et à l'adresse email au bas de cet écran. Justice sera faite, même après le départ de ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ainsi, je souhaite lever le meilleur au peuple congolais, au pays et en dehors du Congo. Que Dieu bénisse le Congo démocratique. Ne jamais trahir le Congo.